Vous avez déjà eu l'impression que votre travail allait littéralement vous bouffer? Pas juste un petit coup de fatigue passager, non, le vrai engrenage, celui où tu respires boulot, tu manges boulot, tu dors boulot, enfin, quand tu dors. Parce que lui, Marc, 42 ans, il bossait tellement qu'il avait fini par oublier à quoi ressemblait une vraie nuit de sommeil. Et c'est de là que tout est parti. Marc, c'est le genre de cadre qu'on imagine dans les pubs pour assurance vie ou pour les montres de luxe. Costume bien taillé, attaché case en cuir, sourire un peu crispé et surtout l'agenda blindé. Parisien jusqu'au bout des ongles, installé dans un petit appartement du 15e métro Convention, pas très grand mais fonctionnel. Sa vie, c'était simple. Métro, boulot, réunion, mail. Et quand il avait 5 minutes, un café au comptoir. Noir serré, avalé en 2 gorgées, sans se lever les yeux de son téléphone. Il avait une femme, 2 enfants, mais la vérité, c'est qu'il ne les voyait pas beaucoup. Les gamins, c'était surtout le week-end. Et encore quand il ne devait pas juste terminer un dossier. Sa femme, Sophie, elle le tenait bon, mais elle voyait bien que ça ne pouvait pas durer éternellement. Combien de fois elle lui avait dit « Marc, tu vas finir par y laisser ta peau. » Lui, il rigolait comme si ça ne le concernait pas. Il répondait toujours la même chose. « Pas maintenant, j'ai trop de boulot. » C'était devenu un refrain. Et puis, franchement, dans cette ville, tout pousse à courir. Le métro bondé à 8 heures du matin, les bouchons sur le périph'. Les maises qui s'empilent plus vite que les baguettes au four chez le boulanger du coin. Même pour prendre un rendez-vous chez le médecin traitant, il fallait passer par Doctolib. Et bien sûr, jamais de créneau avant 3 semaines. Alors Marc se disait « Tom, à quoi bon? Je tiendrai bien jusque-là. » Comme beaucoup d'entre nous, tu vois. Il avait pris l'habitude de manger n'importe comment. Un sandwich triangle avalé devant l'écran, parfois même un kebab à emporter qu'il mangeait en marchant, avec les frites qui dégoulinaient dans le sac en papier, passe de sport, passe de pause, juste du café, et encore du café. On aurait dit que ses veines en contenaient plus que son propre sang. Ses collègues l'admiraient moins pour son énergie. Marc, c'était un bosseur, il lâchait rien. Mais ils ne voyaient pas l'envers du décor. Les nuits blanches, les insomnies, les réveils à 3 heures du matin avec le cerveau qui tourne comme une vieille machine à laver. Lui, il se persuadait que c'était normal, que c'était le jeu. Parce que dans ce milieu, si tu ne tiens pas la cadence, tu sors du train en marche. Et personne ne veut être celui qui reste sur le quai. Ce qui est assez fou, c'est qu'à ce moment-là, il ne voyait rien venir. Il pensait avoir le contrôle. C'est toujours comme ça, non? On croit qu'on gère et puis un jour, paf, ça bascule. Et c'est précisément là que l'histoire devient intéressante. Parce que ce qui est arrivé à Marc, personne n'en saurait deviner. Même lui. Et vous, ça franchement, vous auriez imaginé que travailler trop pouvait littéralement abîmer le cerveau? Attendez de voir la suite. Au début, c'était juste de la fatigue. Enfin, juste. Marc se disait qu'il n'avait pas dormi assez, que ça allait passer. Un week-end à rallonge et hop, c'était réglé. Sauf qu'il ne prenait jamais de week-end. Et qu'à force de se le répéter, il s'était habitué à ce que sa tête pèse 3 tonnes au réveil. Les premiers signes, franchement, c'était presque subtil. Un mail qu'il oubliait d'envoyer, un rendez-vous qu'il notait dans son agenda, mais à la mauvaise date. Une phrase commencée et pas finie parce que le fil s'était cassé. Des trucs qu'on met facilement sur le compte du stress, ou même de l'âge. À 42 ans, si on se dit « Bon, j'ai plus 20 ans, faut accepter que ça coince un peu. » Bref, il avait trouvé son excuse. Sophie, sa femme, elle, voyait bien que ce n'était pas normal. Elle le retrouvait parfois debout devant le frigo ouvert, sans savoir ce qu'il cherchait. Où il rentrait du bureau et posait ses clés dans le micro-ondes. Oui, dans le micro-ondes. Lui, il en riait. « Oh, c'est la fatigue, c'est rien. » Mais au fond, ça l'inquiétait. Juste, il n'osait pas le dire. Les enfants, eux, trouvaient ça drôle. « Papa, t'as encore oublié nos prénoms? » C'était dit sur le ton de la blague, mais parfois, Marc se trompait vraiment. Un lapsus, un prénom échangé. Et ça piquait un peu. À côté de ça, il y avait les migraines.
Pas les petites maux de tête qu'on règle avec un Doliprane avalé à la va-vite. Non, de vraies migraines qui l'empêchaient parfois d'ouvrir les yeux. Mais lui, il se bourrait de café, pensant que ça allait booster son cerveau. Résultat, ça empirait. Tu sais, c'est typiquement français, ça. On croit toujours que le café, ça soigne tout. Et puis, il y avait ce brouillard, ce sentiment d'être là sans être là. Comme si son cerveau tournait au ralenti. Au bureau, il lisait la même phrase 10 fois sans en comprendre le sens. Mais comme il était doué pour faire semblant, personne ne voyait rien. Sauf Sophie, encore une fois. Elle lui disait « Marc, sérieusement, tu devrais consulter. » Lui, il répondait toujours « Pas le temps, et puis c'est sûrement rien. » Classique. Un soir, autour de la table familiale, sa mère lui a sorti le fameux conseil de grand-mère. Tu sais, prendre une infusion de camomille, ça aide pour le sommeil. Et son père, lui, lâchait toujours la même phrase. Nous, à ton âge, on travaillait 2 fois plus et on se plaignait pas. Tu vois le tableau. Tout le monde avait son avis, mais personne ne voyait que Marc glissait doucement vers quelque chose de plus grave. Et vous, honnêtement, ça vous est déjà arrivé d'avoir un symptôme un peu bizarre et de vous dire que c'est rien, d'attendre, d'espérer que ça passe plutôt que de prendre rendez-vous? Moi, j'avoue, ça m'est arrivé plus d'une fois. Et c'est là que l'histoire de Marc nous parle à tous. Parce qu'il n'y a rien de spectaculaire au début, c'est juste des petits détails. Mais accumulés, ces détails, ils vont le mener droit dans le mur. Au bout d'un moment, ça ne pouvait plus passer pour de simples oublis. Marc avait beau faire le malin, les choses commençaient à se voir. Au bureau, ça a commencé par une présentation ratée. Il avait préparé ses slides toute la nuit précédente à coups de café et de biscuits avalés devant l'ordinateur. Mais le jour J, impossible de retrouver le fil. Il mélangeait les chiffres, se trompait de tableau et à un moment, il a appelé son chef par le mauvais prénom. Malaise dans la salle. Tout le monde a rigolé, mais pas lui. Dedans, il sentait qu'il perdait pied. Ses collègues, pourtant habitués à ses blagues, commençaient à se poser des questions. L'un d'eux lui a glissé « Tu devrais peut-être lever le pied de non ?» Il a répondu du tac au tac « Ça va, c'est juste un coup de fatigue. C'est pas Alzheimer quand même. » Ça fait rire, mais ce n'était pas drôle. Pas du tout. Les migraines, elles, devenaient infernales. Pas une simple douleur, mais un étau qui lui compressait la tête. Il avait parfois la sensation que la lumière du métro le traversait comme un laser. Les bruits, les klaxons, même les annonces du haut-parleur, tout devenait insupportable. Alors, il mettait ses écouteurs, il fermait les yeux, il essayait de se convaincre que c'était rien. Mais son corps, lui, savait. Un soir, il est sorti du bureau tard, comme toujours. Il avait rendez-vous avec un client le lendemain matin et il voulait préparer ses notes. Il s'est retrouvé sur la ligne 8 du métro, à la Motte-Piquet, et le trou noir. Pas un malaise au sens physique, non, plutôt un grand vide dans sa tête. Il ne savait plus s'il devait prendre à gauche ou à droite en sortant. Pourtant, ce quartier, il le connaissait depuis des années. Il a tourné en ronde, perdu, le cœur qui battait à 1000 à l'heure. Quand il est enfin rentré chez lui, Sophie l'attendait avec les enfants. Et là, il a commis une erreur qui lui a fait peur à lui-même. Il a appelé son fils Lucas. Le problème, c'est qu'il n'a pas de fils qui s'appelle Lucas. Il s'appelle Adrien. Silence glacial autour de la table. Sophie a posé sa fourchette et a dit doucement « Marc, il faut vraiment que tu consultes. » Mais Marc refusait de céder. Il disait que ce n'était que du stress, que ça allait passer. Le fameux mantra. En France, on est fort pour ça. Tout mettre sur le compte du stress, comme si c'était une explication universelle. Et pourtant, ce qu'il vivait dépassait largement le simple stress. La vérité, c'est que Marc avait peur. Peur d'entendre un mot qui fait froid dans le dos. Peur qu'on lui dise qu'il avait une maladie grave, un truc irréversible. Alors il préférait se taire, continuait comme si de rien n'était. Mais à ce stade, ça n'allait plus tenir longtemps. Et vous, à sa place, vous auriez fait quoi? Vous auriez pris rendez-vous tout de suite ou vous auriez attendu en espérant que ça disparaisse?
Parce qu'à ce moment précis de son histoire, Marc ne le savait pas encore, mais il s'approchait dangereusement du point de rupture. Et puis, un matin, tout a basculé. Ce n'était pas prévu, pas annoncé, pas dramatique comme dans les films. Juste une réunion banale comme il y en avait vécu des centaines. Une salle de conférence vitrée, des collègues assis en rond, des graphiques projetés sur un écran blanc. Marc avait dormi 3 heures, bu 4 cafés et s'était convaincu qu'il tiendrait. Au début, tout allait bien. Il parlait, il présentait ses chiffres, son ton était assuré. Mais à mi-chemin, quelque chose s'est cassé. Ses mots se sont bloqués. Il ouvrait la bouche, rien ne sortait. Le silence s'est installé. D'abord quelques secondes, puis beaucoup trop longtemps. Ses collègues le fixaient. Lui, il les voyait comme à travers une vitre trouble. Impossible de retrouver la suite. Sa gorge était sèche, ses mains tremblantes. Quelqu'un a demandé « Marc, ça va? » Mais Marc n'arrivait même plus à répondre. Son visage s'est figé. Il essayait de parler, aucun son ne sortait. Panique. On a cru à un malaise. Certains ont murmuré « AVC ». Dans la confusion, une collègue a décroché son téléphone. Direction le 15. Quelques minutes plus tard, le SAMU est arrivé. Sirène, brancard, tout le protocole. Marc avait repris un peu ses esprits, mais il était incapable d'expliquer ce qui venait de se passer. Il répétait juste « Je suis fatigué, c'est rien ». Personne n'y croyait. À l'hôpital, c'était une autre ambiance. L'attente interminable aux urgences, les bruits de couloir, les chariots qui claquent sur le carrelage. Marc, en chemise froissée, allongé sur un brancard, se sentait minuscule. Lui qui d'habitude maîtrisait tout, se retrouvait spectateur de sa propre vie. Sophie l'a rejoint en catastrophe. Le visage inquiet, les enfants confiaient en urgence à la voisine. Elle lui a pris la main. « Marc, tu m'as fait peur. Tu comprends maintenant que c'est sérieux? » Il a baissé les yeux, incapable de répondre. Les médecins l'ont pris en charge, bilan rapide, prise de sang, scanner. Tout semblait normal au premier coup d'œil. Rien d'évident, pas de traces d'AVC, pas de tumeur. Et pourtant, quelque chose n'allait pas. Marc lui-même se sentait vidé, comme si son cerveau venait de s'éteindre, puis de redémarrer en mode ralenti. Dans la salle d'attente, il observait les autres patients. Une vieille dame avec son sac de médicaments, un jeune sportif avec une cheville tordue, une maman et son enfant fiévreux. Tout le monde avait son histoire, son petit drame. Et lui, il se disait « Qu'est-ce que je fais là? » C'est à ce moment précis que le doute a commencé à s'installer pour de bon. Ce n'était plus un peu de fatigue, plus juste du stress, c'était autre chose. Et même s'il ne le savait pas encore, cette réunion avortée venait d'être l'alarme que son corps tirait depuis des mois. Franchement, vous auriez deviné qu'un simple excès de travail pouvait mener à ça? Moi, je ne l'aurais jamais cru. Et pourtant, la suite va vous surprendre, parce qu'à partir de là, le vrai mystère médical commence. À l'hôpital, Marc a découvert une autre temporalité. Tu vois, quand tu es cadre et que tu bosses 70 ou 80 heures par semaine, tu es habitué à ce que tout aille vite. Mail qui claque, réunion enchaînée, décision prise à la seconde. Mais aux urgences, le temps s'étire. Tu attends, tu entends ton nom parfois, mais pas toujours. Tu passes d'un couloir à l'autre, d'une salle à une autre, et tu ne sais jamais vraiment quand tu seras se fixer. Marc, il était là, assis sur une chaise en plastique, un bracelet au poignet avec son nom mal orthographié. À côté de lui, un homme se plaignait de douleurs abdominales, une dame racontait sa chute dans l'escalier à qui voulait l'entendre. Un ado faisait défiler TikTok à plein volume. Et lui, il se sentait vide. Il regardait l'écran au mur, les patientes qui défilaient, et il se disait « Qu'est-ce que je fous ici, moi? » Un interne est arrivé avec des résultats. Prise de sang normale, scanner normal, rien d'anormal en apparence. Marc a osé demander « Alors, qu'est-ce que j'ai? » L'interne a haussé les épaules. C'est peut-être un épisode anxieux, peut-être une crise d'épilepsie atypique, peut-être un burn-out. On va voir.
Tu parles d'une réponse. Marc, qui avait besoin de concret, de chiffres, de certitude, se retrouvait avec un peut-être. Les médecins ont parlé d'encéphalopathie. Marc a blêmi. Le mot sonnait terriblement grave. En réalité, ce n'était qu'un terme médical qui veut dire quelque chose ne fonctionne pas bien dans le cerveau, sans préciser quoi. Mais ça, personne ne lui a expliqué clairement. Alors il imaginait le pire. Alzheimer, une tumeur, un AVC qui ne se voit pas, le doute le rongeait plus que la douleur. Sophie, elle, faisait des allers-retours dans le couloir, le téléphone collé à l'oreille pour prévenir la famille, rassurer les enfants. Elle a croisé une infirmière et a demandé « Vous savez ce qu'il a, mon mari? » Réponse sèche « On attend encore des résultats. » Classique. Le lendemain, on l'a envoyé faire une IRM. Là encore, le parcours du combattant. Se déshabiller, enfiler une blouse trop grande, retirer la montre, la ceinture. Puis cette machine, énorme, bruyante, qui avale ton corps centimètre par centimètre en faisant un vacarme de marteau-piqueur. Marc, allongé, casque sur les oreilles, se répétait. « Respire, respire, ça va aller. » Mais son cœur battait comme s'il courait le marathon de Paris. En sortant, il a dû patienter encore, attendre un compte-rendu, attendre un neurologue, attendre un rendez-vous sur Doctolib, mais évidemment, rien avant 3 semaines. Alors il est rentré chez lui avec plus de questions que de réponses. Et c'est là que le doute est devenu un compagnon permanent. Au bureau, certains pensaient qu'il exagérait. Dans sa famille, son père lui disait « C'est dans ta tête, tu te mets trop de pression. » Sa mère, elle, ressortait encore ses conseils de grand-mère. « Mange du poisson, c'est bon pour la mémoire. » Mais Marc, lui, il savait que quelque chose clochait. Vraiment, vous connaissez ce sentiment? Quand on vous dit que tout va bien, mais que vous sentez au fond de vous que non, ça ne va pas, qu'il y a un truc, et que si vous ne continuez pas à chercher, vous allez droit dans le mur. C'est exactement là où en était Marc. Et vous savez quoi? Le pire, c'est que les médecins allaient finir par trouver. Mais ce qu'ils allaient lui annoncer, personne n'aurait pu l'inventer. Le rendez-vous avec le neurologue est tombé un lundi matin. Marc s'en souvient encore, parce que c'était la première fois depuis des semaines qu'il avait réussi à dormir plus de 4 heures d'affilée. Il s'était dit « Allez, aujourd'hui, je vais avoir une réponse. » Enfin, Sophie était à ses côtés, un carnet et un stylo à la main, prête à noter chaque mot. C'était son rôle, elle s'en était faite une mission. Ne rien laisser filer. Dans le bureau impersonnel, avec ses affiches jaunies de cerveau schématique, le médecin a pris une grande inspiration. Il n'a pas tourné autour du pot. « Monsieur, vos résultats montrent une atteinte neurologique qui ressemble fortement à une maladie auto-immune rare. Votre système immunitaire attaque votre propre cerveau. » Marc n'a pas tout de suite compris. Il a levé les yeux vers Sophie, comme si elle pouvait traduire. Le médecin a précisé, ça s'appelle une encéphalite auto-immune. Pour être clair, vos anticorps, censés protéger votre corps, se retournent contre vos neurones. C'est ça qui vous provoque ces trous de mémoire, ces confusions, ces sensations d'être débranché. Le silence qui a suivi était assourdissant. Marc avait l'impression d'entendre son cœur battre jusque dans ses tempes. Auto-immune, encéphalite, c'était comme si on lui parlait en langue étrangère. Sophie a demandé « Mais ça se soigne? » Le neurologue a hoché la tête lentement. Il existe des traitements, mais plus on agit tôt, plus on a de chances de récupérer. Dans certains cas, les séquelles peuvent être lourdes. C'était un coup de massue. Marc s'était préparé à tout entendre. Un burn-out sévère, une dépression, peut-être même un petit AVC, mais pas ça. Pas une maladie où son propre corps devenait son ennemi. Pas un scénario où ses anticorps creusaient des failles dans sa mémoire. Sur le chemin du retour, il regardait par la vitre du taxi. Les rues défilaient comme dans un film flou. Des visages, des vitrines, des feux rouges. Tout paraissait normal autour de lui. Mais en lui, c'était une tempête. Comment expliquer ça à ses enfants?
Comment annoncer que leur père, celui qui savait toujours tout gérer, pouvait oublier leur prénom du jour au lendemain? Ce soir-là, à table, Marc a pris la parole. Sa voix tremblait légèrement. Les médecins savent ce que j'ai. C'est une maladie compliquée. En gros, mon cerveau est attaqué par mes propres défenses. Ces enfants ont échangé un regard inquiet. Le plus jeune a demandé « Mais est-ce que tu vas mourir? » Marc a dégluti. Elle aurait voulu répondre non, catégoriquement. Mais il n'en avait pas de la certitude. Alors il a dit « Je vais me battre. On va se battre ensemble. » Et pour la première fois depuis longtemps, il a senti que les mots lui échappaient. Pas parce qu'il les oubliait, mais parce qu'ils pesaient trop lourd. Le traitement a commencé presque aussitôt. Pas de répit, pas de délai. Le neurologue avait été clair. Chaque jour comptait. Marc a été hospitalisé dans un service spécialisé. Un couloir long et froid où l'odeur de désinfectant semblait incrustée jusque dans les murs. La première étape, c'était les corticoïdes à haute dose. Des perfusions directement dans son bras. Des heures entières à regarder couler ce liquide transparent quand s'est calmé l'incendie de son système immunitaire. Le médecin avait prévenu, les effets seraient violents. Et effectivement, dès la deuxième nuit, Marc se sentait gonflé, irritable, comme enfermé dans un corps qui ne lui obéissait plus. Ses mains tremblaient, son cœur s'emballait à la moindre montée d'angoisse. Puis il y a eu les immunoglobulines, ces anticorps donnés en renfort pour rééquilibrer son système. Les infirmières passaient et repassaient, silencieuses, réglant les débits des perfusions. Marc les observait comme si sa vie dépendait du moindre geste. Parce qu'en réalité, c'était le cas. Sophie restait à son chevet. Parfois, elle lisait à voix basse pour occuper le temps. Parfois, elle notait tout dans son carnet, les doses, les réactions, les moments de confusion. Elle s'était transformée en sentinelle. Quand Marc luttait pour garder les yeux ouverts, il voyait son visage penché vers lui, déterminé, mais marqué par la fatigue. Les jours s'étiraient semblables et différents à la fois. Un matin, Marc a eu l'impression que quelque chose changeait. Dans le couloir, il a reconnu la silhouette d'une infirmière qu'il voyait tous les jours, mais qu'il n'avait jamais réussi à mémoriser jusque-là. Son nom, il ne l'avait pas, mais son visage lui disait enfin quelque chose. C'était minuscule, mais pour lui, c'était une victoire. Cependant, la bataille restait violente, son corps en cassait. Gonflement, insomnie, douleurs musculaires, il se regardait dans le miroir de la salle de bain de l'hôpital et peinait à se reconnaître. Ses joues avaient un doublé de volume. Ses yeux semblaient constamment rougis. Derrière lui, l'éclairage blafard accentuait encore cette impression de déformation. Un soir, alors qu'il pensait sombrer dans le découragement, son fils est venu le voir. Le plus jeune, celui qui avait posé la question brutale. « Tu vas mourir? » Il s'était assis au bord du lit, un dessin plié dans ses mains. C'était un simple gribouillage d'enfant, une maison, des arbres, et au milieu, une silhouette maladroitement tracée, mais entourée d'un bouclier. Et en dessous, un mot. « Papa ». Marc a senti quelque chose se fissurer en lui, mais dans le bon sens. Ce n'était pas une rechute, c'était une ouverture. Comme si ce petit dessin lui rappelait pourquoi il encaissait tout ça. Pourquoi il acceptait de se laisser transpercer par des aiguilles, remplir de médicaments, supporter les insomnies. Alors, malgré la fatigue, malgré les douleurs, il a regardé son fils et il a dit « Je crois que ça commence à marcher, je le sens. » Et pour la première fois depuis longtemps, il ne parlait pas seulement pour rassurer. Il le croyait. Les semaines suivantes ont ressemblé à une lente remontée à la surface. Chaque jour, Marc notait dans son carnet ce qu'il parvenait à retenir. D'abord un mot isolé, puis une phrase entière, enfin une journée complète. La mémoire revenait par fragments, comme des morceaux de verre éparpillés qu'il fallait réassembler patiemment. Les médecins surveillaient de près. Les scanners montraient une activité inflammatoire en diminution. Les tests cognitifs confirmaient une amélioration progressive. Mais personne ne parlait de guérison. Le neurologue insistait. Le chemin serait long et fragile.
La moindre infection, le moindre arrêt prématuré du traitement pouvait raviver l'incendie. Pour Marc, chaque progrès avait la valeur d'un miracle. Le jour où il a pu réciter l'anniversaire de son fils, sans hésiter, Sophie a pleuré. Le jour où il a retrouvé le goût du café du matin, il a souri pour la première fois depuis des mois. Des petites victoires, mais qui prenaient une dimension immense. Pourtant, la peur restait tapie. Parfois, en pleine conversation, un mot lui échappait, se volatilisait avant même qu'il puisse l'attraper. Ces trous de mémoire agissaient comme des rappels cruels. La maladie n'avait pas totalement disparu, elle restait à l'affût. La nuit, il se réveillait encore, le cœur battant, certain d'avoir oublié quelque chose d'essentiel. Mais il apprenait à vivre avec. Ses enfants avaient inventé un jeu. Quand il bloquait sur un mot, il lui donnait un indice, comme une devinette. Les moments de malaise se transformaient en éclats de rire. Sophie, elle, avait cessé de gâter chacune de ses phrases. Pour savourer les instants simples, marcher côte à côte, cuisiner ensemble ou simplement s'asseoir en silence, main dans la main. Un après-midi, plusieurs mois après le début du traitement, Marc est retourné dans son ancien bureau juste pour voir. Son ordinateur était encore là, figé, comme le jour où il avait dû tout abandonner. En ouvrant un document, il a senti la panique monter, la peur de ne rien comprendre. Mais peu à peu, les phrases avaient pris sens. Les chiffres, les colonnes, les mots, ils étaient encore là. Fragiles mais présents. Il avait perdu beaucoup, mais pas toutes. Ce jour-là, il a compris que sa vie ne serait plus jamais exactement la même. Mais elle pouvait encore être pleine. Pleine de lenteur, pleine d'imperfections, pleine d'oubli parfois, mais pleine de présence aussi. Marc n'était pas sauvé comme dans une belle histoire qui se boucle parfaitement. Il était vivant, debout, entouré. Et ça, c'était déjà une victoire immense. Alors, il s'est promis quelque chose. Raconter son histoire, pas pour effrayer, mais pour rappeler que même les maladies les plus invisibles, les plus incompréhensibles, méritent d'être entendues. Parce que derrière les termes médicaux complexes, il y a toujours des vies suspendues, des familles en alerte, et cette lutte acharnée pour retenir ce qui nous définit, la mémoire, l'identité, l'amour. Et vous qui écoutez cette histoire, souvenez-vous. Parce que parfois, se souvenir, c'est déjà une forme de guérison. Elle pourrait donner un recul plus large sur ce que l'histoire de Marc dit de notre époque, vitesse de la vie, stress, négligence des signaux du corps. Relier son cas à d'autres récits médicaux réels ou possibles. Finir par une ouverture poétique, presque méditative, qui laisse ton spectateur dans une atmosphère de réflexion douce, idéale pour ton style narratif.